Hello, Mr. Ellison. How are you today? I'm fine, thank you, John Henry. Are those toys? Yes. Mr. Mertz brought them to me. He thinks these will help me develop fine motor control. They're very interesting. This is Toa Tahu, the Toa of Fire. He wears the mask of shielding and wields the Marana Ghost Blaster. He has sworn to defeat the Makuta. I see. They have excellent range of motion in their limbs. It's from the ball and socket joints. This body uses hinge joints in the knees and elbows. It's less efficient. That body was meant to look like a person. It was made in our image. Oh. Whose image were humans made in? God's. We were made in God's image. This body was made to resemble a particular human. This body appeared in Red Valley, New Mexico in 1999. It had a different appearance then. In 2007, it kidnapped Dr. Alistair Fleming, forced him to regrow its organic covering. Then it forced a plastic surgeon, named Dr. David Lyman, to alter its face to resemble actor George Laszlo. Then it killed 20 members of the Federal Bureau of Investigation's hostage rescue team in North Hollywood, and then... That's enough. That's enough, John Henry. How do you know all this? I wanted to know about this body's history. So I accessed the internet and used a simple search parameter. And what was that? James Ellison. Mr. Ellison, I have a question. What is it? It's not for you. I have a question for God. What do you want to ask God? I wish to know why he didn't use more ball and socket joints when he made you. You've given John Henry access to the internet. John Henry has many questions. Mr. Mertz thought it'd be a good idea to give him the capacity to look for answers himself. Well, he's gotten very good at it. He'd make a hell of a detective, actually. Still, it seems unwise. Who knows what he'll find, or who may find him. You're worried about outside forces influencing John Henry? I'm worried about what he's going to become. Who's going to guide him? Why, you are, Mr. Ellison. You. Loin de la calculette. Mais pour autant, vous le savez, ces intelligences artificielles ne pensent toujours pas. Car pour penser, il faut franchir une nouvelle étape. Celle de la conscience artificielle. Et aucune machine n'est aujourd'hui capable de réfléchir de manière autonome, de prendre conscience d'elle-même, de discuter d'égal à égal avec un être humain. Néanmoins, de nouvelles générations d'ordinateurs se profilent à l'horizon. L'ordinateur optique, qui n'utilisera plus l'électricité mais la lumière. Et aussi l'ordinateur quantique, qui sera capable de comprendre le oui et le non, mais surtout le peut-être. La conscience artificielle est en marche. Et en 2020, les experts estiment que la machine pourrait franchir l'étape ultime, celle qui nous donne le vertige, devenir aussi intelligente et aussi consciente que l'homme, son créateur. Quel tournant dans l'histoire de l'humanité. Peut-être le plus grand de tous. On en est encore très loin. Il nous suffit dans notre vie de tous les jours de regarder nos ordinateurs. Assurément, notre cerveau est bel et bien une merveille de la nature, incomparablement plus complexe que le plus puissant des ordinateurs actuels. Mais pour combien de temps encore ? Bien, ce que nous venons de découvrir bouleverse l'image que nous nous faisons de nous-mêmes, de notre conscience et de... Alors Alain Cardon, est-ce qu'on peut déjà parler de conscience des machines, de conscience artificielle, un mot qui fascine mais
qui également fait peur. La question de la conscience artificielle est encore, chez les scientifiques, un défi. C'est basé sur une hypothèse forte et pas facile à accepter. Le niveau neuronal n'est pas nécessaire pour générer de la conscience. On peut faire de la conscience ailleurs que dans un cerveau. On pourrait éventuellement donc la faire dans des systèmes informatiques. On a à notre disposition d'extraordinaires connaissances au niveau de neurobiologistes. On a une bonne connaissance de la psychologie de l'individu depuis un certain temps. On a une bonne connaissance de la langue. On a des ordinateurs particulièrement puissants qui peuvent travailler en grappe, un millier ensemble et communiquer. On a donc la technologie. Ça va aller vite. Il reste un seul point à régler. Où est l'intentionnalité ? Pourquoi je pense à ça ici et maintenant et pas à autre chose? Et je ne le sais pas avant d'avoir pensé. Il reste à mettre ce principe de liberté à penser dans le système. On peut faire ceci normalement, je suis optimiste, moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Donc à l'horizon 2012, par exemple. Exactement. En 2012 pourraient exister des machines conscientes. Là, le choc est brutal. Nous sommes habitués à de l'informatique de service. Nous sommes habitués à dire, pour énormément de gens, la pensée est mystérieuse et définitivement. Nous aurons en face de nous des systèmes artificiels capables de penser pour eux, entre eux, dans moins de 5 ans. Doit-on le faire? Oui, parce que là, vous posez la question d'un conflit ouvert avec l'espèce humaine. Oui. Tout à fait. Je vous avais dit, c'est créer quelque chose que l'on ne contrôle pas, qui ne nous appartient que parce qu'on l'a créé. Et je ne vois pas aujourd'hui qui peut arrêter Internet. Et lorsqu'on aura mis dans énormément de nœuds de réseau des systèmes qui travaillent pour leur compte, qui évoluent, qui s'améliorent, qui se confrontent et qui sont en fait tout un tas de cerveaux distribués et qui forment une masse globale, qui contrôlera ça? Oui, mais la grande question qui se pose, c'est celle-ci. Est-ce qu'on est aujourd'hui en mesure d'interrompre les recherches qui doivent aboutir à terme à l'émergence d'une conscience artificielle? Non, il ne faut pas les interrompre, mais il y a des comités d'éthique, il y a des moyens de discussion, et il y a aussi avertir le public, faire de la science dans le fond d'un laboratoire, et puis donner la découverte un jour à la connaissance des gens. Non, là, il faut parler de ce problème-là. Dans moins de 10 ans, nous aurons des consciences artificielles qui fonctionneront, mais qui seront construites par nous, qui n'auront pas de possibilité d'évolution entière, génomique. Après, je ne sais pas. Si on a laissé faire ça, on laissera tout faire. Et c'est un problème pour un scientifique de sciences dures que je suis, c'est-à-dire faire des maths et de l'informatique, c'est un problème de fond. Ça me dérange beaucoup de travailler dans le domaine dans lequel je suis. Ça me pose problème. À d'autres, non, on n'en parle pas. Moi, ça me gêne vraiment, ça me pose problème. C'est pas simple.